La féerie d'un panorama, l'intensité éperdue d'une étreinte, le sortilège de la musique, la miraculeuse odeur d'un matin d'enfance constituent, sans que nous en soyons toujours conscients, les jalons sensoriels de notre existence. Ils règnent sur nos souvenirs parce qu'ils nous ont apporté un instant l'enchantement. Quant à mon sens du goût, si constamment sollicité, agressé, dérouté, enchanté, déshonoré, négligé, il n'a qu'une seule référence parce qu'il ne saurait en avoir d'autre. Le château d'Yquem, l'apothéose du goût. Dominant depuis 4 siècles les hauteurs du Sauternais, à quelques 50 km au sud-est de Bordeaux, le château d'Yquem voit couler au pied de ses 180 hectares la Garonne et sur son flanc ouest le modeste Ciron. Les premières brumes matinales de septembre, nourries par ce fleuve et cette rivière, favorisent le développement d'un champignon microscopique ennemi des végétaux, le Botrytis cinerea, appelé dans le Sauternais la pourriture noble. À Yquem, il est attendu comme le Messie. Ainsi commence le mystère, puis le miracle d'Yquem. Le Botrytis cinerea se nourrit des acides et de l'eau du grain en y concentrant le sucre. La grappe de sémillon ou de sauvignon ainsi rôti et desséché pourra atteindre les 20 degrés d'alcool potentiel avant d'être vendangée. Vendanges qui peuvent s'effectuer en plusieurs tris, de fin septembre à mi-décembre. Les Américains considèrent ce vin comme ce qu'il y a de plus précieux en France, et Staline avait même envisagé de planter des greffons de vignobles en Crimée. Enfin, pour le philosophe français Michel Serres, Yquem appartient à notre famille humaine, au même titre que le Don Juan de Molière ou les Nymphéas de Monet. Je n'appelle pas l'Yquem un vin puisqu'il existe des vins et que l'Yquem est unique. Je préfère le mot nectar, breuvage des dieux. Boire de l'Yquem est une cérémonie, doit absolument rester une cérémonie, car à chaque gorgée, il se passe quelque chose qui appartient à l'extase. D'étranges et ineffables ondes s'étendent à l'infini dans votre bouche, gagnent votre cerveau, vous comblant d'une suave félicité. Il y a cela, cette noblesse exquise descendue en vous comme une lumière, car l'Yquem est aussi une lumière, de la lumière bue. Parfum rare, parfum unique, essence de soleil et de miel. Votre palais tout à coup mérite son nom. Il accueille le souverain absolu des breuvages. La suprême offrande de la nature éblouit votre bouche. Le nectar descend en vous, fermez un instant les yeux. Vous voilà de l'autre côté de la vie. La force d'Yquem, c'est avant tout un terroir constitué d'une mosaïque de sols d'argile, de sable et de grave, géré par le savoir-faire séculaire et remarquable des gens d'Yquem. Quand on me dit mais avec quoi boire de l'Yquem, Frédéric Dard avait répondu d'une manière définitive en disant mais ça se boit seul. Et c'est ce que font les Italiens en disant c'est un vin de méditation. La force d'Yquem, c'est aussi le comte Alexandre de Lursalus, garant de la passion de cette famille, qui depuis 2 siècles assure la destinée de ce vin unique au monde. Enfin, la force d'Yquem, c'est le courage de supprimer des millésimes,
9 manquent au XXe siècle. Pendant un an, le comte Alexandre de Lursalus nous ouvre les portes d'Yquem en compagnie de son ami Jean-Paul Kaufmann. Jean-Paul Kaufmann, journaliste, écrivain, académicien des vins de Bordeaux et co-auteur avec Alexandre de Lursalus de la Morale d'Yquem, avait, lors de sa trop longue et terrible détention au Liban, fait le vœu de ne pas boire de vin pendant un an s'il revenait vivant de cette prise d'otage. Il compare Yquem à une colline sacrée, surplombant un paysage de Toscane atlantique, où cette vieille demeure défie toutes les catégories et l'ordre habituel des choses. L'alchimie des plants de vigne est un mystère, ces histoires de cépages, mais l'ampélographie est un immense mystère pour moi. Ouais. Donc c'est un mystère qu'il ne vaut mieux pas tout à fait expliquer. Mais je crois qu'on n'y arrivera pas facilement. Alors voilà le paysage d'Yquem. On a l'impression que tout est mort. C'est vraiment la période basse, et même le paysage est noir avec des fumerolles. C'est pas des volcans, c'est les gens qui brûlent les sarments. Donc on est en plein dans la taille. Mais il a bien gelé hein, cette nuit. Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon pour la vigne. C'est très bien d'avoir une période basse dans la végétation. Ah, voilà le petit étang qui récolte des eaux. Je me suis posé la question de savoir si c'était pas lié au phylloxéra. J'ai vu des photos très curieuses d'instruments qui nous paraissent bizarres, qui étaient destinés à pomper l'eau, plus ou moins à la réchauffer, pour noyer les vignes et essayer de noyer et d'oxyre ce petit insecte qu'est le phylloxéra. Cette partie-là, ce vignoble, c'est le cœur d'Yquem, non? C'est une des fractions. Yquem est constitué de 3 groupes. Il y en a une qu'on distingue là-bas, de l'autre côté des arbres, avec la maison de Jeannot, le jardinier. Il y en a une autre qui est tout à fait derrière. Et puis nous sommes sur la 3e. Il y a de la glace. Hein. Oui, c'est gelé. C'est pas souvent qu'on le voit Ah gelé. ouais. Ouais. Alors on entend les canards, là? Ah oui, une batterie de canards qui joue aux avions de Dassault. Ah bon? Oui. On voit des escadrilles très très homogènes, avec un vol superbe. Si vous avez envie de patiner. Oui, mais c'est vraiment le moment. Alors on taille la vigne en janvier à Yquem et Jeannot le jardinier, lui, les rosiers. Il y a beaucoup de rosiers à Yquem. C'est une tradition bordelaise de conserver des rosiers en bout de vigne. Les rosiers étant plus sensibles à certaines maladies, dès que les rosiers montraient des signes, on s'empressait de traiter. Bon, maintenant, on est quand même beaucoup plus pointu et on a d'autres moyens plus perfectionnés pour anticiper sur l'apparition de certaines maladies comme l'oïdium. Il y a une multitude de petites maisons là, oui. dans Yquem. Et vous logez une partie on loge du beaucoup personnel. de gens, Ouais. c'est un atout pour des gens qui commencent leur vie professionnelle. La parcelle là, à côté de l'étang, c'est le plateau avec la maison du Royan. Alors il y a un bâtiment un petit peu tout en important longueur, là, qui est le chai de rouge, qui est une... Ah oui, bah oui, on fait du rouge à Yquem. Et oui, pour le personnel dont je suis. Là-bas, la fatigue. La fatigue, oui, la les noms sont étonnants. Les noms sont... Oui. Pourquoi Alors, la fatigue? Adam, il y a Adam, c'est pas Adam. Adam, il y a 2 logements et on a découvert dans les archives que le nom est tout simplement le nom de l'ouvrier du 18e qui logeait à Adam. Alors, je ne sais pas s'il y avait un ouvrier qui s'appelait La Fatigue. Oui.
peut-être un peu paresseux. Oui. Alors il y a même un terrain de foot à Yquem. Et oui, le village de Sauternes n'a pas de place, il n'y a que de la vigne, il n'y a pas de terrain de foot. Alors, on a prélevé quelques mètres carrés pour faire un terrain de foot. Voilà, on a joué contre Mouton Rothschild. Ah bah, Oui, la on a vieille dit. rivalité Mouton-Yquem. Et alors comment ça s'est passé? Eh bien, comme nous sommes très courtois, nous avons perdu, nous avons laissé l'invité gagner. Oui, puis ils sont plus nombreux à Mouton. Puis ils sont plus nombreux, beaucoup plus nombreux. On voit bien d'ici que Yquem occupe vraiment une position dominante. Hein. Effectivement, on domine cette vallée de la Garonne là, qui coule vers Bordeaux. Et alors, bon, ces pieds de vigne là, c'est quoi? C'est du... Alors c'était un vieux sémillon qui doit avoir 30 et quelques années. On vendange le sauvignon plutôt par rapport au sémillon. Le sémillon va apporter l'alcool, le support, alors que le sauvignon, on en attend le fruit. Oui, c'est ça, la et fraîcheur, donc, l'acidité, oui. Les deux ont besoin du botrytisme. On peut l'appeler moisissure, disons que c'est un petit champignon, pour vraiment s'élever à cette fameuse concentration de 20 degrés d'alcool potentiel qui nous est nécessaire pour vendanger. Et est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres à Yquem Oui, mais je vais vous répondre par une plaisanterie. Oui, mais ils changent d'une année à l'autre. Mais alors, donc... Ah, la cloche. Ah, ça y est, c'est midi. Ouais. Là, on est en plein dans la tradition, là, avec cette cloche là, que l'on fait sonner. Cette cloche qui est agitée par Jeannot. Alors, Jeannot, là, c'est une figure importante d'Yquem. Qui est-il? Jeannot est en particulier jardinier. Et c'est lui qui sonne la cloche aussi? Et c'est lui qui sonne la cloche rituellement. Cette cloche qui a une sonorité et une disposition telle qu'elle est entendue partout à Yquem. Donc le début et la fin du travail sont rythmés par la cloche qui est agitée par Jeannot. Alors ces sarments là, qu'est-ce que... Donc on va les... Eh bien, si vous en voulez, Jean-Paul, Oui, pour cuire une côtelette Ah oui, surtout avec... bordelaise, Bah oui, et puis j'ai impressionné les gens, c'est fait avec les sarments d'Yquem. Ouais, oui. Nous sommes dans la chambre de Françoise Joséphine Sauvage d'Yquem. Cette femme a joué un rôle capital dans l'histoire de ce château. Oui, c'est sa chambre, mais c'est plus que sa chambre parce que je soupçonne, d'après une photo que j'ai vue retrouver de cette pièce, c'était sa chambre, mais c'était aussi un peu son bureau. Je pense que cette pièce avait un avantage, c'est qu'il y a deux fenêtres qui donnent deux vues à 90 degrés, qui donnent deux vues différentes du vignoble. Elle pouvait probablement vivre en symbiose, vivre avec son domaine, en voyant tout le remue-ménage du monde du travail autour d'elle. Elle était certainement j'aime pas beaucoup le mot, mais forte femme au point de vue, un fort caractère, un bon chef d'entreprise. Elle a d'abord maintenu ce domaine, elle l'a sauvé d'appétit à l'époque de la Révolution, et puis ensuite elle l'a développé. Et troisièmement, elle a participé à cette histoire, l'histoire de l'élaboration du vin de Sauternes. Il y avait un côté, osé à accepter les devoirs que crée ce phénomène de la pourriture noble et à en tirer les conséquences. Alors, les femmes sont très importantes à Yquem. Après Françoise-Joséphine Sauvage d'Yquem, c'est une femme qui préside aux destinées œnologiques d'Yquem. Il se trouve que c'est une femme, Sandrine Garbaille, qui est le maître de chai, mais de toute façon, ça n'était pas révolutionnaire dans la mesure où il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Les soins qui sont donnés à la vigne sont souvent des soins accordés par des femmes. Tout va bien? Tout se passe bien? Bon, il y a toujours peu de lits. Hein. Alors, en somme, Yquem est ce qu'il est aujourd'hui à cause d'une femme. Ah oui, moi je crois qu'on peut le dire tout à fait aussi catégoriquement que vous le faites. Donc vous êtes là depuis 1968, il y a eu des années où nous n'avons pas d'Yquem. Et c'est une décision très grave pour une entreprise de 60 personnes de décider qu'il n'y aura pas d'Yquem.
Oui, elle est très grave, mais ça serait encore plus grave de décider l'inverse. Oui. En quelque sorte, j'ai le choix entre deux dangers qui seraient de mettre en bouteille un 92, plus récemment, ou de ne pas le mettre. Et la bonne décision était de ne pas nous mettre dans l'avenir, dans notre avenir, des millésimes dont on aurait rougi. Et alors cette mise en bouteille, ça fait partie des travaux divers. Comment ça se passe? Alors, on prend, n'est-ce pas, au fil des soutirages et des ouillages, qui sont les tâches du chai, n'est-ce pas, qui consistent à travailler le vin, à élever le vin, ben, il y a déjà une certaine homogénéisation qui se fait, mais il faut qu'elle soit plus parfaite. Et donc, tous ces lots, on aboutit à des lots différents, et tous ces lots sont assemblés successivement, c'est un problème de contenant, sont assemblés de façon à ce que tout soit rigoureusement homogène. Et ensuite, on fait la mise en bouteille. Il y a une fierté de travailler à IKEM. Oui, incontestable et très perceptible. Alors comment entre-t-on à IKEM? C'est une sélection impitoyable Oui, ce ne sont pas des examens, mais c'est un examen, je dirais, par cooptation en définitive. C'est très souvent des gens qu'on a l'occasion qui sont présentés, qui sont dans un contexte familial, et telle personne avertit que tel membre de sa famille souhaiterait travailler. Christophe travaille avec son père, Jeannot, et très rapidement on a pu tester que l'attachement de Christophe, qui pour le coup était héréditaire, était tout à fait satisfaisant. Et là, nous avons les gros volumes. Taille sérieuse. Voilà, les impériales, les Jéroboam et les double magnum. D'accord. Une jolie couleur. Oui, sur les gros volumes, ça ressort encore mieux. Ouais. J'aime bien ce papier, je trouve qu'il est joli. Oui, très joli. Il y a une chose qui est très frappante, c'est que lorsque vous parlez d'IKEM, vous ne dites pas « je » mais « nous ». Oui, parce que je nous sens très solidaire de cette propriété, de la mise en valeur de ce domaine. Je dirais le moindre vigneron, dirait Bernard Clavel, est concerné et soucieux qu'on fasse le mieux possible. Donc c'est vraiment une affaire d'équipe. C'est un ensemble humain de 65 personnes à peu près qui est concerné, qui travaille pour obtenir le meilleur chaque saison de ce qu'on peut faire à IKEM. J'ai calculé un jour qu'il y avait une bonne cinquantaine de soins différents pour chaque pied de vigne. La moitié au moins peut être économisée, à la fois parce qu'on peut les faire sans âme, et d'autre part parce qu'on peut carrément les économiser, ne pas en donner l'ordre de les faire. C'est tous ces soins qui finalement font peut-être la différence. Je dis peut-être parce qu'il se peut que très bien, et ces soins aboutissent à rien du tout, à un échec, parce que la nature n'a pas joué sa partie. Les grues qui passent en hiver au-dessus d'IKEM voient aujourd'hui les châteaux progressivement se restaurer. Il faut dire que le Sauternais a connu bien des années difficiles.
Oui, et c'est en train, heureusement, de tourner d'une façon tout à fait positive. Un château qui ne peut pas être ouvert, ça ne va pas. Alors voilà, tout le rez-de-chaussée a été fait. Et alors on va commencer à attaquer le premier étage, qui n'a pas reçu de travaux depuis plus d'1 siècle, voire 2. Et on a commencé par la chapelle. Les deux panneaux principaux, est-ce que vous avez pu regarder à Rome si on trouvait des dessins comparables? J'en ai parlé à un ami historien d'art. Je pense qu'on pourra trouver quelque chose de... Ah oui. Oui, à mon avis, oui. Ouais. L'origine, le peintre qui a... Non. Les peintres, oui, à mon avis, c'est de différentes écoles de Il y a au peinture. moins deux... Au moins 2, même 3. Voilà. L'ange a l'air d'avoir ramassé un mauvais coup. Oui. Il y avait des clous un peu plantés partout. Et en les arrachant, Ouais. ils ont fait partir l'enduit et tout. Vous allez pouvoir rattraper. Oui, mais bien sûr. Oui, quand même. Cette partie-là a dû être plus abîmée. Il y a dû y avoir de la pluie là où vous êtes. Oui, il y en a eu, oui. C'est ça. Oui. Mais je pense que les couleurs étaient elles étaient plus vives à l'origine. Donc une partie a été délavée par la pluie. Oui, cette chapelle avait l'air tellement misérable qu'on finissait par en oublier même l'existence. Oui, ça je comprends. Et ces fresques revivent. Enfin, quand on les a connues, presque disparues, c'est assez inouï de les voir comme une photo dans un bain de Encore révélateur. que le restaurateur sera quelque chose. Ah oui. Alors, Giboulet, là, Giboulet de Mars. Ouais, hein. ça y est, on est en plein au mois de mars. Alors c'est le déchaussage. On aplatit le cavaillon. Alors, vous voyez, il faut des instruments très sophistiqués. Très délicat, le hein. soc bascule d'un pied à l'autre. Et le tout, c'est que la transition se fasse assez doucement pour ne pas arracher le pied. Ce qui de moins en moins arrive maintenant. Alors ça, c'est la préparation. On fait ça 4 fois par an. Donc chaussage, déchaussage. Bonjour. 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 C'est frais, hein? Ah, il fait frais. Ouais. Et demain, ça change. Bon, ah bon? Ah, ils l'ont dit, hein. Bon, Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. c'est que c'est vrai. Ah, ils l'ont dit, hein. Alors voilà, le liage. C'est de l'osier, traditionnellement c'est de l'osier. Et ça résiste à la fois bien, comme on dit, ça s'auto-détruit une fois l'office terminé. On n'est pas très enthousiaste des systèmes à base de plastique. Vous n'en changez pas trop là de Vim, non? Vous enlevez que ce qui est pourri, hein? Ben oui, mais il y en a comme cela, tu peux pas faire ça. Ah mais non, il est foutu, il est pris dans le pied. Oh, mais j'en ai une autre là. Tu as vu hier soir, ils ont parlé de retirer les ours dans les Pyrénées. Oui? Eh bien oui, mais il faut les saccages, hein? Tu crois que c'est les ours? Moi, j'ai jamais vu un ours carnivore. Hein. Non, moi non plus, hein? Si dit, j'aimerais pas m'en trouver un en face, hein, ours. Ah non, moi non plus. C'est quand même un beau moment. C'est bon, de tiens. l'année, un des plus beaux moments aussi. Oui, mais alors c'est le moment des craintes. Alors Oui, pour, bien entendu, en agriculture, on est toujours en train de craindre quelque chose. Et là, on craint le gel Ah oui. jusqu'au 10 mai à peu Oui, près. jusqu'à après les Saintes Glaces. Voilà. Ah oui. On est donc au premier bourgeon. Alors, on a encore quelques petites traces de fumier qu'on a enfouies pendant les 2 mois où vous nous avez fait défaut. Alors, on applique ce fumier qu'une fois tous les 5 ans. Puis ensuite, ils vont être un petit peu privés parce qu'il faut que la vigne réponde de la pauvreté du sol. Il faut qu'elle se nourrisse dans toutes les sous-couches et qu'elle aille très en profondeur de façon à prélever des éléments, qu'elle ne rende pas compte des engrais qu'on lui a donnés, mais du sol où elle va chercher sa nourriture. Donc uniquement ici que de l'engrais naturel. Voilà,
pas d'engrais chimiques, absolument rien d'autre, exclusivement Pas d'azote. Pas d'azote. Et puis on a refait cette allée, on a refait surtout un système de drainage qui fait qu'il n'y a plus trop d'eau qui stagne partout. Alors voilà, une des prochaines tâches, c'est replanter cette grande parcelle qui a été arrachée il y a 2 ans. On joue le 27 contre Mouton. 27 mai en principe. À Mouton, Rothschild. Qui c'est qui tire là? Lâche! Non, mais laissez-le remettre, hein. Il faut que je le fasse provenir. Ça reste beaucoup là, non? Voilà, le caveau. Alors là, c'est vraiment un lieu extraordinaire. Là, on est, tous les trésors sont là. Hein, c'est quoi? C'est Fort Knox? Oui, c'est surtout la mémoire d'Yquem. C'est des trésors amassés à chaque génération, à chaque millésime, sur presque 2 siècles. Oui, alors pourquoi Yquem vieillit aussi bien? Pourquoi Yquem traverse les âges intacts comme s'il ne vieillissait jamais? C'est quand même très bizarre. Oui, ça, je crois que c'est un des mystères d'Yquem. Alors on peut donner une explication rationnelle, c'est celle de l'alcool. Il y a un petit peu plus d'alcool dans le vin d'Yquem, et puis il reste beaucoup de sucre naturel. Mais je peux dire que ce vin vieillit 150 ans en tout cas. Alors voilà, ça c'est encore très jeune, bien sûr. Mais oui, c'est le millésime aussi, c'est la qualité du millésime. 1,67, évidemment, là on est dans quelque chose de légendaire, de mythique. C'est un des plus grands millésimes de l'après-guerre. Il y a des millésimes merveilleux qui ne s'appellent pas 67, qui s'appellent 75 par exemple pour mon goût, qui s'appellent 55, qui s'appelle 62. 62, oui. Le voilà, le 62. Ah, il y a pas mal de Magnum d'ailleurs. Hein. Alors, Magnum, c'est fabuleux. Alors, je me réjouis de voir qu'il y a pas mal de Magnum. C'est une bouteille extraordinaire. Est-ce qu'on ose en bouger une? Voilà. Ah, c'est 61. Ça aussi, c'est très bon. Mais alors, donc, Château Yquem ou Château d'Yquem? Je crois que c'est Château d'Yquem. Parce que c'était une demeure qui avait un petit statut seigneurial dans l'ancien temps. Voilà. Alors, on va vers de plus en plus vieux. 49. Voilà, 49. 45, c'est une grande année. 45, c'est une grande année pour l'histoire, c'est une grande année pour Yquem. Mon oncle, à l'époque, avait été remobilisé et il a été fait prisonnier. Donc, en partant, il avait donné des instructions pour qu'on ne vende que ce qu'il fallait pour faire tourner la propriété. Et quand il est revenu, il avait capitalisé 3 millésimes et il en était très fier parce que c'était un espèce de tour de force. 45, il y en a encore pas mal. Il y en a encore, heureusement. J'aimerais qu'il y ait ce stock pour le 1845 et encore plus pour le 1847. Et alors là, c'est encore du 42.
40. 1940. Grande année, oui, non? C'était pas mauvais. Vous savez, c'est des années chaudes, toute la période des 40. Oui, alors là, on pas arrive bien, à 37. Ben ça, c'est une grande année, 37. fabuleux. C'est un millésime de légende, de 37. Tout à fait. C'est le roi des années 30. C'est vraiment le millésime superbe. Voilà, 35, 34, qui est pas mal, 34. Et alors, on garde les étiquettes Ce sont des étiquettes d'origine et c'est hors commerce. C'est tout à fait c'est la mémoire d'Yquem, c'est utilisé à Yquem. Et puis alors, nous avons ensuite la tour, qui est le réceptacle par excellence qui contient les plus anciennes bouteilles. Alors, 1917, là, donc ça aussi, c'est une année intéressante, la Première Guerre mondiale. L'histoire. Oui. Et puis, je crois que par rapport à Yquem, il y a des choses qui se sont passées en 17, non? Ah, ben, il y avait encore des blessés qu'on devait soigner à l'étage au-dessus. Les blessés de la guerre de 14, puisque Yquem était un hôpital à l'époque. Cette couleur. C'est une couleur encore très vivante. C'est une espèce de rouge orangé. On sent que le vin est toujours là. Puis là, ce sont des bouteilles coniques, hein. C'est des bouteilles très anciennes. Bouteilles. C'est soufflé. Avec ce cul qui soufflé est à la main. Ah oui, oui. Alors, il y a un petit peu de vide, là. Très léger vide. Ça va, là? Oui, ça va. Alors, il y a une chose aussi qui est intéressante de souligner, c'est que vous faites un service après-vente à Yquem. Oui, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on rebouche les bouteilles. Alors, nous avons des amateurs qui viennent, qui téléphonent. Bon, il faut se mettre d'accord sur la finalité de l'opération, parce que nous avons, pour ça, comme les médecins, un devoir de moyens, pas un devoir de résultat. Alors, nous mettons bien d'accord sur la proposition, puis nous rebouchons la bouteille. Il n'est pas question de refaire le plein, bien entendu. Et nous remettons un bouchon neuf, une étiquette neuve et une capsule neuve. Je crois que votre objectif, c'était de refaire un petit peu le niveau de celle-là, oui, éventuellement, et de faire une demi avec celle-ci. Ben oui, malheureusement. Voilà. Je pense, oui, que c'est ce qu'il faut faire. faire. Pas de soir. Oh, ouais, on ne peut pas la laisser trop comme ça. Par contre, je vais déguster celle-ci pour vérifier qu'il n'y a aucun problème avant de faire le niveau de l'autre. Si vous voulez. C'est très peu, hein, mais il faut que je contrôle, hein, j'en ai pas. Les bouchons doivent être assez fragiles. Oui, oui. Je vais avoir sûrement un peu de mal. Ils sont carrément d'origine. Ouais. Le jeu consiste à essayer de tirer le bouchon assez droit, pas le casser. Ce qui n'est pas toujours possible. Il nous reste un petit bout. C'est pas un millésime très riche en sucre, mais il n'y a pas de défaut particulier dans cette bouteille, C'est bien, qui ça. était la plus basse, oui. Il y a toujours un goût quand la bouteille est un petit peu basse. Mais ce sont des vins qui se gardent très bien, qui sont très peu fragiles vis-à-vis de l'oxydation. J'ai acheté Non, c'est bon, c'est parfait. Voilà. Là, la moindre goutte compte. Donc on récupère tout. Voilà. Donc on va refaire le niveau.
ça c'est le reste de la bouteille. Donc vous en avez un joli fond quand même. Oui. Qu'est-ce que vous allez en faire si c'est pas indiscret? Je crois que je vais me l'offrir avec ma femme. Vous avez bien raison. Avec un petit peu de foie gras peut-être. Oui, très bien. Alors, bon, il y en a d'autres trésors. Hein. 1899, là, ça c'est une grande année. Ah oui, c'était une année jumelle avec 1900. Ah, il ne faut pas trop, vous voyez, 1889. On voit le millésime ici. Ah oui, on voit très bien, oui. Voilà, 1899. Vous imaginez le drame quand il faut imaginer déboucher la dernière bouteille? Je ne pourrais pas. Alors là, on est dans le rare, l'unique, 1784. Ça, oui, très précautionneux. Oui. Alors, moi, je suis persuadé que c'est une bouteille qui a fait partie de la collection de Jefferson. Donc, futur président des États-Unis. Futur président, ambassadeur à Paris, ensuite président des États-Unis. Et il voulait, c'est bien conforme à sa demande explicite, il voulait que son vin soit mis en bouteille et étiqueté avec ses initiales. Ah oui. Donc il y a bien THJ et le millésime et l'origine. C'était avant même qu'existent les étiquettes. Au lieu d'avoir une étiquette, on gravait dans le verre. Bon, j'ai un tire-bouchon, je vais l'ouvrir. Vent frais, soleil, pluie, c'est le printemps. Le marronnier est le premier à avoir de véritables feuilles. Alors ce marronnier a été planté par des blessés de la guerre de 14 qui avaient été réfugiés et qui avaient été soignés ici. Yquem a été transformé en hôpital et apparemment, avant de partir, eh bien, ils ont planté ce marronnier. C'est un beau symbole. Alors la Garonne est en bas, bien entendu. La Garonne, n'est-ce pas, tout coule de droite à gauche. On ne voit jamais la Garonne. On ne la voit pas d'ici, non. Et comme par hasard, Yquem domine tout. Alors Yquem domine d'1 ou 2 mètres, domine à peu près les coupes avoisinantes. Bordeaux est ici, dans cette direction, on aperçoit la colline de Senon. Enfin, on a un paysage absolument complet et très préservé. Je peux pas couper les grosses racines, hein. Regarde celle-là. Si je commence à couper les grosses racines, moi, tu vas voir le pied. Mais alors en bas, c'est pas beau, hein. Je dis pas. C'est un pèlerin qu'on a dû assimiler à un pèlerin de Compostelle. Oui, c'est un pèlerin de Compostelle.
Mais il avait été nié parce que on avait repeint par-dessus ça. Ouais. À l'original, c'est un verre gris qui est très abîmé. Ouais. Et ils avaient recouvert tout ça d'un ciel bleu, jaune, comme il y avait un peu partout. Hein. Ouais. Et je vais essayer de me baser sur la teinte originale pour la reproduire un peu partout. Et puis il y avait une grosse lacune, je ne sais pas si vous vous souvenez, là derrière la tête. Oui, il y avait un trou. Il y avait un trou. Bon, c'est pas fini, hein. Ce ne sont que des bases de couleurs. Et là, toutes les lézardes ont été remplies, ont été mastiquées, et maintenant je vais commencer à la retoucher. Vous allez pouvoir dessiner le chèque qui est derrière. Pardon? Qu'est-ce que je dois dessiner? Il y a le chèque qui est par là. Ah, d'accord, en perspective. Bon, les gels, c'est terminé, mais il y a d'autres dangers qui menacent. La grêle est le principal, bien entendu un excès d'eau à tous les moments. Je vous ai dit la formule du mauvais temps en agriculture, c'est du temps qui dure. Et trop d'eau, bien entendu, serait néfaste. Par contre, la grêle est quelque chose d'imprévisible, d'immaîtrisable. Il y a bien un voisin qui a un canon à grêle, mais ça n'est pas très probant. La vigne est bien avancée, là. Elle va très vite, là. Très vite dans ce climat qui est trop chaud, qui est un peu tropical. On voit, c'est prêt à fleurir. Hein. Ah oui, on voit les fleurs. Ouais. Et du coup, on doit lutter et anticiper les maladies qui pourraient apparaître très très vite et avec une rapidité très foudroyante. Et puis alors, vous voyez l'état de cette feuille qui a ramassé la grêle. C'est donc le mildiou là qui menace. C'est le mildiou qui menace dans cette ambiance très humide. Voilà le mildiou. Le mildiou dans toute sa beauté, dans toute son horreur. Donc il commence à attaquer la feuille. Ensuite les spores de ce petit champignon vont tomber sur la grappe qui est en dessous, attaquer les raisins et commencer à les détruire. On va traiter très très rapidement cette semaine. Et alors donc il y a l'inverse, si j'ose dire, du mildiou, c'est l'oïdium là. C'est l'oïdium. C'est la sécheresse. Voilà. Et alors, et ces canards, là, ils sont nés quand? Ah ben, ils doivent être nés, je sais pas, il y a quelques jours, ça c'est tout neuf. Je voulais avoir des cygnes. On n'a jamais pu obtenir des cygnes sur ces étangs. Pourquoi? Ben, les chiens les ont bouffés, les cygnes ont attaqué les chiens. Enfin, il y a eu une incompatibilité d'humeur grave. On a coupé les foins, là? Oui, on a fait des foins un petit peu prématurés pour libérer la place, pour faire un parking pour le concert qui a eu lieu hier à Yquem, dans le chai de fermentation.
elle a une plante. Et quand c'est que vous avez fait tout ça? Eh bien, lundi. Alors là, on est dans les travaux de printemps, c'est l'épanprage. Épanprage. Et ça consiste en quoi? À enlever la végétation inutile pour favoriser celle au contraire qui porte les fruits. Ah d'accord. Et alors, c'est un travail qu'on appelle ici un travail à façon. Là, vous pouvez expliquer ce que c'est que le travail à façon? C'est très original. Hein. Alors, le travail à façon consiste à confier un certain nombre de pieds de vigne à la même personne, généralement, d'une année à l'autre. Et cette personne fait ce travail à sa façon, à son rythme, à son gré. Ouais. Alors si elle va très vite, eh bien, c'est un avantage pour elle. Et c'est donc une sorte de contrat qui est très favorable autant pour l'un que pour l'autre. Oui, tout le monde l'aime bien. Ah oui, d'accord. On a la terre bien grasse, là. Hein. La pluie pénètre bien. Hein. Les sols d'Yquem, dans leur complexité, me font penser à un Stradivarius, qui est un outil très mystérieux. Et de la même façon, ce sol prestigieux, prédestiné, ce sol, eh bien, il faut le faire vibrer et il faut le respecter pour en tirer les meilleures sonorités. Bonjour madame. Bonjour. Alors, bonjour, ça va? Ça va. Là, c'est le traitement contre le mildiou. Hein. Voilà. Là, il faut faire vite. Alors, il faut faire vite. Et alors, c'est l'avantage de ces tracteurs à chenilles. Ils sont épatants parce qu'ils passent même par un temps pareil. Vous avez vu que c'est difficile de progresser. Et ils passent et on est en mesure de traiter tout le vignoble pratiquement en 48 heures. Mais alors, c'est des opérations qu'il faut recommencer à chaque pluie. Hein. Voilà. De toute façon, vous êtes tranquille avec Francis Mayer, le responsable de la production. Il a un œil sur la météo. Entre autres, c'est Francis Mayer qui décide autant pour la partie proprement agricole que la partie viticole, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le chai pour l'élaboration du vin. C'est lui qui songe aux investissements nécessaires et à toute l'organisation du travail. Est-ce qu'on traite contre la pourriture à Yquem? Contre le botrytis, non. Non, c'est logique, votre question est logique, puisque dans tout vignoble qui se respecte, le botrytis est un ennemi, est un parasite. Donc on devrait traiter. Alors nous ne traitons pas du tout volontairement pour lui laisser toute chance de se développer, au contraire. Alors on a avec l'espoir ferme d'avoir la bonne variété de botrytis qui colonise les baies et non pas la mauvaise, celle que nous redoutons. La pourriture ignoble. La pourriture ignoble, pourvu que le botrytis arrive et qu'il soit bon. Vous n'habitez pas à Yquem, vous êtes à Fargues, qui se trouve à une portée de cailloux, et Fargues est la propriété familiale. Oui, c'est une des plus vieilles propriétés, j'ose pas dire demeure, parce que comme ça a été ruiné, cette maison, cette forteresse a été construite par un neveu du pape Clément V, un cardinal de Fargues, qui a laissé son empreinte quelque part. Et alors, c'est arrivé dans ma famille en 1472. Depuis, ça a brûlé au 16e ou au 17e. Je crois que ça a brûlé même 2 fois. Alors, mon prédécesseur a essayé d'entretenir cette ruite, de la maintenir, parce que c'est un point à la fois de l'histoire et du paysage de la région. Et on a un peu envie que ça se maintienne. Et j'avoue que ça devient difficile parce que ce sont des tarifs exorbitants. Vous avez succédé à votre oncle Bertrand de Lursalus. Qui était Bertrand de Lursalus? C'était un personnage avec beaucoup de caractère. Il était convaincu qu'il fallait respecter en quelque sorte un processus naturel. Il fallait respecter la nature. Et il avait refusé et repoussé complètement
toute compromission, en particulier avec la chaptalisation, qui est un procédé qui est tout à fait légal, mais qu'il estimait à la fois une erreur et une sorte de tricherie. Mettre du sucre dans les barriques pour compenser le manque de soleil, ça lui déplaisait formellement. Oui, il faut préciser que Fargues est aussi un sauterne, un magnifique sauterne. Oui, Fargues, c'est aussi une commune, c'est une des 5 communes de l'appellation Sauterne, et on y fait du sauterne avec les mêmes règles, bien entendu, les mêmes exigences qu'à Yquem. Mais Fargues, c'est aussi une propriété avec des prairies, avec des vaches basadaises, dont je suis très fier. Comme ça. Mais je sais pas. Je peux pas. J'ai voulu le toucher hier soir, me mettre la pommade est comme ça, je peux pas me le toucher, impossible. Il est tout enflé, il est tout bleu. Je verrai. T'as un tapin et t'as dû peut-être faut que tu le perces, tu vas avoir mal longtemps. On aura des moments d'orage, des moments orageux. Le gel, bon, nous n'en parlons plus. Il n'y a aucun dégât dû au gel à Yquem, alors qu'il existe, bien entendu, ailleurs. Monsieur, est-ce qu'on peut continuer à se promener en parc? Oui, oui, vas-y. Oui, ces petits visiteurs. Ils sont d'accord, on peut continuer la balade. Mais comment font les visiteurs pour pénétrer à Yquem alors qu'il n'y a aucun panneau indicateur? C'est le seul château, même du Bordelais, qui ne soit pas indiqué. Oui, on essaye de ne pas attirer les gens, mais plutôt de les accueillir. Alors ils viennent naturellement, soit qu'ils téléphonent, soit qu'ils viennent au hasard des chemins. Yquem appartient à ceux qui l'aiment, essentiellement, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils soient de quelque pays qu'ils soient. Yquem appartient à ses amoureux.
C'est une période un petit peu moins chargée, encore que nous ayons toute une équipe encore à la paille. Il y a une histoire très intéressante à raconter à ce sujet. Oui, c'est tout simple. Auparavant, on avait des chevaux et des bœufs qui permettaient d'avoir du fumier. Bien entendu, on a des tracteurs, donc il n'y a plus de chevaux ni de bœufs. Alors on a pris le parti d'envoyer une équipe d'IKEM qui part au moment des moissons, au moment de juillet, pour ramasser de la paille, donc confins du Lot-et-Garonne et du Gers qui sont voisins, et pour nous ramener la paille qui est nécessaire pour le fumier. La vigne là, commence à être dans toute son opulence et quand même on a coupé là. Hein. Ah oui, on a rogné, ça c'est. Oui. Je dirais que c'est fait en permanence pratiquement. Pas de désherbage chimique. Ah ben non, voilà. C'est la preuve. Ah, nous en avons la preuve. Ouais. Et toujours ce problème du mildiou là. Cette année, ça a été l'année du siècle hein, pour le mildiou. Oui, c'est ça. Mais il y a toujours quelque chose. Hein. Voilà ce qui reste d'une grappe quand le mildiou a totalement opéré son travail. Elle aurait dû être comme cette grappe qui est à droite là. Hein. Voilà. Alors voilà l'effet du botrytis. Alors dans sa mauvaise version, je dirais, dans sa version précoce bien sûr, sur la feuille, et il est capable de, n'est-ce pas, d'entamer la feuille et comme il est installé, il va se répandre. Et il est évident que la feuille risque d'y passer, comme d'ailleurs la grappe. C'est l'effet, je dirais, banal du botrytis. Alors on va arriver devant notre chamar à canard, hein, et j'ai l'impression qu'ils ont profité là. Ah, vous allez voir, il y a eu de la prolifération, une nouvelle génération. Eh bien, cet ensemble de chais au-dessus du sol était construit par Françoise Joséphine, donc cet ancêtre qui avait vécu la période de la Révolution, et qui, avec son homme de confiance, son intendant Garros, a construit ce chai en 1826. Alors c'est assez cocasse de penser qu'il est toujours d'actualité, puisqu'on s'en sert, je dirais, tous les jours. Et il est conçu, à part quelques modifications relativement mineures, l'essentiel est bon. Bien, on est en train de faire la place pour les barriques qui recevront, nous l'espérons, le millésime 2000. Et donc on descend, c'est les barriques du millésime 1999 au chai du bas. Barriques qui ont été vidées, le vin est dans des cuves et rejoindra sa barrique une fois la barrique en place dans le chai de vieillissement. Alors, ces barriques sont faites bien sûr avec du chêne, et il provient d'où ce chêne? Alors, les douelles sont faites de mérin de chêne, et ce chêne provient, si possible, de la forêt de Troncet, ou l'Allier, la Nièvre, et c'est du chêne extrêmement sélectionné, puisque, m'a dit un de nos fournisseurs, il n'y a qu'à peu près 4% du volume d'un chêne qui peut devenir des douelles de barriques comme nous les voulons à IKEM. On est dans les coulisses secrètes ici. Menons aux oubliettes. Mais il faut oublier le vin. Il faut lui fiche la paix pendant quelque temps. Voilà.
Bonjour Christophe. Bonjour messieurs. Alors là, c'est un peu le berceau du nouveau-né qu'on attend. Là, on va disposer effectivement le 99, qui est pour l'instant le nouveau-né. Et c'est là qu'il va vieillir jusqu'au moment de sa mise en bouteille. Alors, ce chai-là, c'est vous qui en avez eu l'idée? Oui. L'idée, c'est qu'on disposait d'un chai qui était très bien, mais ce chai s'avérait un peu étroit à partir du moment où on stockait un peu plus de vin pour faire face à des mauvaises récoltes. Et j'ai voulu doubler la superficie disponible et ça a donné ce chai. Oui. Et c'est tout à fait satisfaisant, c'est bien ce qu'on voulait. Et on est prêt pour le vieillissement de 3 années supplémentaires pendant lesquelles tout se décante lentement, mais finement. Alors ça, ce sont les barriques qui vont partir, au contraire, qui sont destinées à être revendues d'occasion. Ces barriques ont donné une partie de leur chaîne, donc pour nous, elles n'ont plus suffisamment de tanin pour recevoir l'Yquem. Par contre, pour un cru, je dirais, normal, elles sont tout à fait utilisables. Très recherchées, certainement, à partir du moment où elles viennent d'Yquem. Oui, elles ont un certain succès. Bonjour. Là, disons que c'est le tailleur qui permet de tenir le pied bas pendant 25, pendant 30 ans, pendant 35 ans. Mais petit à petit, il se laisse gagner. Et là, c'est le cas. On a à peine 50 cm de surface foliaire, donc on est beaucoup trop bas. Là, le problème est complètement différent. Vous voyez, on a aisément 80 cm de feuillage, donc un gros potentiel de photosynthèse. Et ça se voit tout de suite au niveau du raisin, on a beaucoup plus de production potentielle. Les pieds sont relativement également jolis. Enfin, ils sont bien étalés, bien écartés, ouais. C'est régulier en forme aussi. Mmh. C'est là où l'effet tailleur joue beaucoup. Quand c'est la même personne qui passe 20 ou 30 ans à tailler au même endroit, et que c'est un bon tailleur, bien entendu, la pièce est régulière, c'est presque aussi esthétique. C'est non seulement technique, mais c'est joli. Et là, on comprend aussi pourquoi les graves secs ont pu commencer à vendanger hier. Yquem voudrait faire du sec, vous pouvez déguster. C'est bon. Ah, tout à fait. Ouais. Là, on a aisément 12 degrés d'alcool potentiel. Puis c'est chaud, le raisin. Ça présenterait aucune difficulté que de faire du sec, mais le Sauterne est encore loin. À peine quelques petites taches, quelques petits points par endroit de botrytis, mais l'intérêt de l'effeuillage à ce niveau-là, le coup de soleil, le coup de sec, la vitesse à laquelle on peut sécher les raisins grâce à l'effeuillage de ce côté-là, côté est. Et la petite protection contre la pluie qu'on garde de l'autre côté, à l'ouest, avec les quelques feuilles qui peuvent rester.
ben là, on voit pas très loin. C'est ce qu'on appelle la côte brumeuse. Et c'est ce qui est aussi un signe de beau temps. Quand on voit la côte, on a l'impression de la toucher en face, on sait qu'il va pleuvoir. Ah oui, oui. Et là, on la voit grise. Donc le baromètre tous les doit petits s'enfoncer. signes qu'on aime bien. C'est la grande paix du mois d'août, hein. Le calme absolu, hein. Presque, presque. On dort que d'un œil, comme les hippopotames. C'est-à-dire que Sandrine vient occasionnellement pour aller voir si ces barriques n'ont pas bougé, si l'aération est correcte, etc. Et puis Francis Mayer ou bien Antoine de Pierre circulent pour s'il y a un orage, et puis en pareil cas, s'il y a un orage, immédiatement les conducteurs de tracteurs viennent pour le cas où est-ce qu'on a besoin de nous, est-ce qu'il faut faire un traitement, etc. Donc on ne veille que d'un œil. Et Jeannot? Ah, Jeannot, vous pensez au rosier. Oui. Jeannot est en vacances, mais comme par hasard, je vois la mobilette passer, pour voir si l'herbe n'a pas trop poussé ou si les rosiers n'ont pas besoin d'eau. Princesse, qui tient? Princesse. Ah, je vais boire un coup de chabrol là. Là, t'es que ça va faire bien. Pop. Ah, ça va mieux là. Il y avait encore l'assiette, hein? Ouais. Là, là, c'est vrai. Là, c'est. Ça te tapé sur la tête tantôt le soleil. Ah, oui, chaque fois. Eh, princesse, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est pas la vache folle, hein. Je vais m'en couper un bout de plus là. Elle est bonne la viande de barrière, tu vois? Eh oui. Ah, c'est pas la viande de Leclerc, ça. Hein? Ah non. C'est sûr. Hein. Puis, ton feu de bois, toi, c'est meilleur qu'à la poêle. Hein? Tu vois? On trouve vraiment le goût de sarment, là.
la tienne, voilà. Ah, ça va mieux là. Il faut pas qu'il chauffe mon vin là. Mais là, non, ça va aller, oui. Alors, les paniers pour vendanger, là, c'est très particulier à Yquem. Ah ben, on tient beaucoup à nos petits paniers légers qui sont maison, parce que c'est fait avec du peuplier qu'on exploitait. Enfin, on les recolmate avec de la cire tous les ans. Et pourquoi? Pour ne pas perdre de jus. La moindre goutte est précieuse. Ah oui. Voilà un raisin botrytisé. Ça n'a pas une très belle apparence. Hein. Vous croyez que je peux le goûter? Oui. Ah oui, c'est vraiment délicieux. Très vilaine apparence. Ah oui, et au goût, oui. C'est magnifique. Mais ça concentre le sucre en partie. Enfin, ça n'est pas que ça. Je simplifie en disant ça. C'est très chargé en sucre et peu acide. C'est comme un raisin de Corinthe, quoi. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que ça permet aussi pour les vendangeurs et de savoir l'état aussi du botrytis? Est-ce que goûter, c'est important? Oui, de temps en temps, il faut se recaler parce que l'aspect change. Ce qui compte finalement, c'est le goût. Hein. Il faut se servir de son palais comme il faut se servir de son nez. Il y a quelquefois des emplacements où ça sent l'acidité, la séchance. Oui. Certains tournent au vinaigre, donc quand on a cette odeur, on est encore plus vigilant. Une odeur de vinaigre, là, c'est quand même le prélude à la catastrophe. C'est rédhibitoire. Alors à ce moment-là, il faut ouvrir la grappe, et puis on flaire, puis on gratouille avec les ciseaux. Tout ce qui est blanc, regarde, tu vois, regarde, là, les moisis comme ça. Vous le sentez? Vous allez voir, ça sent mauvais. Hein. Ça se sent, et en général, les grains sont vidés à l'intérieur. Hein. Alors ces grains-là, vous voyez, il ne faut surtout pas les prendre. Là-bas, il n'y en a pas, hein. Bon, il y a tous les stades de la pourriture, n'est-ce pas, puisque c'est un phénomène à la fois capricieux et progressif. Donc il y a certains raisins qui sont comme des raisins de Corinthe, certains qui ont un aspect qu'il faut peut-être rejeter. Et puis il y a ceux qui sont dans un état de surmaturité, appétissant, mais insuffisant. Donc on va revenir autant de fois qu'il faut pour ne prélever que les raisins qui sont exactement dans cet aspect. On le sait à l'œil, on sait en les dégustant que c'est ça qu'il faut, c'est ça qui permet d'avoir 20 à 22 degrés d'alcool potentiel. Et ce n'est obtenable que via la tri successive. Oui, puis il y a un côté poussière grise, un côté un peu sombre. Vous avez raison. Oui, on a l'impression que c'est fini, c'est la mort. C'est la mort, oui. On a raté. Il paraît que mon oncle m'avait raconté qu'un jour il avait eu des bourguignons de passage qui lui avaient dit on vous offre toutes nos condoléances parce qu'on sait ce que c'est que de perdre une récolte.
Oui, il faut préciser que les rendements sont extrêmement faibles à Yquem. Le rendement est dérisoire puisque nous faisons par exemple 1000 bouteilles hectares en moyenne, là où très normalement on devrait en faire 10 000. C'est-à-dire qu'il faut 10 pieds de vigne à peu près pour faire pour obtenir une bouteille d'Yquem en moyenne. Alors un pied, un verre. Un pied, un verre. De même qu'on peut dire que d'un vendangeur, on attend normalement, dans tout vignoble qui se respecte, entre 1 et 2 barriques. Or, il arrive que les vendangeurs à 100 fassent 4, 5 barriques par jour. Donc le rythme est totalement différent. C'est une extravagance, mais c'est au prix de cette extravagance qu'on obtient le meilleur de ce sol d'Yquem. C'est quelle année? 93. 93. C'est fait exprès pour le vol STS 93? Ça, je ne saurais pas vous répondre. Merci. Château Yquem 93. Château Yquem 93. Action shot for the camera. So you should play together. Well, he asked me if we take wine in the spaceship.
c'est curieux, il y en a qui sont poisseux. Il y en a qui ont une drôle de couleur, oui, Ouais. comme celui-là. Voilà. Alors on se demande si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais c'est bon. Oui, ça a l'air bon. Mhm. C'est bon signe. Oui, on a vendangé très tard, je crois, aussi à Yquem, en 85. Oui, on a terminé le 19 décembre 85 et, chose remarquable, l'essentiel de ce millésime a été récolté au mois de décembre. On était sous le gel et donc les raisins étaient tellement durcis qu'il a fallu beaucoup de temps pour les presser en attendant qu'ils prennent un petit peu de chaleur, sinon on aurait cassé les pressoirs. Depuis 4 siècles, votre famille détenait Château Yquem. Or, depuis avril 1999, eh bien, c'est LVMH qui possède cette propriété. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces amoureux d'Yquem? Je le déplore vivement. Ma famille a souhaité céder la majorité et l'a fait en allant chercher eh bien, quelqu'un qui était susceptible de faire ce rachat. Alors c'est tout à fait dommage, mais je ne peux que m'incliner. Alors ceci dit, ma hantise était l'importance des droits de succession. Et je me demandais comment franchir cet obstacle, puisque vous savez comme moi que l'État est très exigeant dans ce domaine. Alors de ce côté-là, il y a une stabilité qui est installée. Puis par ailleurs, Bernard Arnault m'a demandé de continuer à gérer ce domaine avec bien entendu toute l'équipe que j'ai constituée dans les 30 dernières années. Et il y aura d'autres pages à tourner, mais celle-là, elle est tournée. C'est le début du vendange. Tout à fait, c'est toute la première partie de vendange ici. Pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement humide, celle-là? Parce qu'on a houillé hier, donc c'est un petit peu peut-être débordé. Avec le beau temps qu'on a, souvent quand il fait beau, la pression voilà, fait que les barriques débordent. C'est un bon baromètre. Eh oui. Tiens. Oui, il faut refermer. C'est un oubli. Hop. Bah, dites-moi, il n'y a pas beaucoup de vendangeurs. Hein, Alors, c'est stoppé. C'est stoppé aujourd'hui parce qu'il faut que ce raisin se sèche. Il a été à la fois gonflé et mouillé par la pluie et c'est pas bon. Il y a eu un passage? Il y a eu un passage, oui, puisqu'il y a des raisins qui ont l'air de manquer. Et puis ça a mal tourné. De toute façon, tous les ans, il y a beaucoup de gâchis. Hein. Sur une vendange de 100%, quand on en récolte, je ne sais pas, 80%, c'est une année prodigieuse. On a tous les ans à séparer le mauvais botrytis du bon. Alors, cette grappe? Je l'aime pas. Je pense qu'elle a l'air d'être transformée et qu'en fait, elle a été regonflée avec les pluies et qu'elle ne donnera rien. Elle n'a pas les 20 degrés d'alcool potentiel voulus, elle doit en avoir tout juste 15. Vous avez fait combien, là, à peu près, là, en pourcentage de la vendange? 10%? 10% du potentiel. Et on peut en rester là? Bah, s'il le faut, on restera là. Souhaite pas. Mais tout sera joué dans une semaine. Ah oui. Bah, écoutez, on a commencé à vendanger il y a plus d'un mois. Ah oui. Donc, on a presque rien fait, quoi. Il y a plus d'interruptions que de jours de vendange. C'est une année qui est plus besogneuse, c'est pas l'aisance et l'allégresse de certains millésimes où on vendange tant et plus. L'année dernière, on a à peine fait d'interruption. Et cette année, il faut sélectionner les jours de vendange avant de sélectionner les raisins. Tiens, les canards sont partis.
suis pas prêt. Même les bois sont pas jolis. Le raisin qui est vilain, quoi. Faut autant le mettre par terre. On a attendu que ça pourrisse un peu et puis il n'y a plus, et puis c'est dommage. Hein. Avec tout le boulot qu'on fait toute l'année de la taille jusqu'à ce qu'on le ramasse. Hein. Même moi, nous ne connaissons pas patron, hein. Ça nous fait mal un peu au ventre. Ça serait un peu agréable de faire ça avec un panier. Et puis les tracteurs et les vastes, hein, et le porte-boucher. Et comme ça, on ne peut rien faire, c'est le temps qui a décidé. C'est pas nous. On fera les accabailles quand même. Hein. Que sont les accabailles? Les accabailles, c'est le grand banquet final qui consacre la fin des vendanges. Alors on invite à la fois tous les vendangeurs extérieurs, bien entendu tout le personnel de la propriété, et puis les anciens qui reviennent à cette occasion. Ah, alors Yvette, ça va? Ça va. Alors ça, il y a longtemps que vous avez vendangé, vous. Voilà, je t'ai dit ça. Yvonne, tu vas boire de l'eau à midi, non? De la piquette? Mais ça n'existe plus, la piquette. Et alors c'est la grande fête? La grande fête. On boit du Yquem. On boit de l'Yquem. On n'est pas dans la monogamie, n'est-ce pas? On boit du vin rouge, le vin rouge d'Yquem, on boit de l'Y, on boit du bourru. Ah oui? Le bourru, c'est-à-dire le vin qui est encore en fermentation. Ah oui, c'est très agréable ça. Ouais. On y est. Monsieur le comte, c'est un grand plaisir et une grande joie pour toute l'équipe d'Yquem et de Fargues de vous entourer aujourd'hui pour fêter la fin des vendanges et participer avec vous à ces accabailles. Certes, pour le vignoble, l'année fut difficile. Cela rendit nécessaire au cours des tris une attention et un soin tout particulier pour les vendangeurs, afin d'amener au chai une récolte saine. En vous offrant ces quelques fleurs, Merci. Permettez-moi, monsieur le comte, de vous exprimer, au nom de tous, notre attachement, notre gratitude et les souhaits que nous formons pour votre satisfaction personnelle. Vive le château d'Yquem et de Fargues et vive les vendanges. Alors merci à vous qui avez récolté tous ces raisins en vous pliant à la fois à la fatigue, parce qu'elle a été particulière cette année. Alors votre travail va être autant de paillettes, de parcelles de fêtes qui vont fêter, encenser des anniversaires, des succès professionnels, des résultats aux examens. Tout ça, ce sera fêté avec toutes les bouteilles que vous avez, je dirais, amoureusement récoltées. Eh bien, nous allons fêter ça, la fête pour terminer les vendanges et, pour ceux que ça intéresse, le retour des palombes. Bon déjeuner. Merci. Allez.
Comment un pet blanc? Il y a longtemps que je l'ai pas vu. Ecco. Dessine une ballon, dessine une ballon. Et attention, on ira faire. C'est sûr de dormir. Petit garçon Johan. Ah, et pour Johan, il y a quel âge? Ça va, ils sont là. Il a 1 an aujourd'hui. Moi, là, oh! Petit côté mignonne. Regarde de fond. Regardez-les là-bas, jusqu'au là-bas. Il y en a quelques-uns. On dit qu'il n'y a plus de colonnes? Là, t'en as 3-4 000. Ce millésime, il est quand même très particulier. Ces malheureuses grappes qui sont tombées, elles n'ont même pas été jusqu'au chai, n'ont même pas subi la fermentation, sauf les toutes premières qui, bien entendu, ont fait un excellent résultat. Ne l'oublions pas, le 2000 est délicieux, simplement il est très court. C'est infiniment triste, mais les choix et donc l'élimination, ça fait partie du métier à Yquem. Donc je savais que ces grappes ne pourraient plus en faire. Alors l'image de grappes tombant, c'est quelque chose de très sévère, effectivement, mais c'est le destin à Yquem. On espère, on fait des choix et on ne réussit pas toujours, parce qu'en définitive, la nature a toujours le dernier mot.